Bonjour à toutes et à tous. D'abord, mille merci de cette invitation qui me fait énormément plaisir. Merci aux organisateurs de m'avoir donné cette opportunité. Je m'excuse parce qu'entre-temps, j'ai réfléchi un peu et vous vouliez surtout des nouveautés. Donc, je me suis permise de modifier un tout petit peu ma présentation, que ça sera plutôt la thérapie génique de la drépanocytose. Donc, la difficulté, donc, vous savez que la drépanocytose, c'est une anémie chronique, une mutation ponctuelle en glutamate qui est transformé en valine dans la bêta-globine. Et c'est une maladie très difficile à corriger par thérapie génique, car vous voyez ici l'organisation des gènes de la bêta-globine, qui est pas seulement compliqué en termes de régulation de leur expression, mais aussi régulé au cours du développement de l'individu entre la vie embryonnaire et la vie adulte. En effet, vous avez, et vous les voyez ici, les gènes de l'alpha-globine sur le chromosome 16 et les gènes de la bêta-globine sur le chromosome 11. Et en plus de cela, vous avez une régulation pendant la vie fœtale. Donc, pendant la vie fœtale, l'organisme produit l'hémoglobine F qui se caractérise pour une affinité augmentée pour l'oxygène, formée par deux chaînes alpha et deux chaînes gamma, qui est remplacée pas à pas à partir de la naissance pour l'hémoglobine adulte, qui a deux chaînes alpha et deux chaînes bêta. Il est impossible d'envisager un projet de thérapie génique pour une maladie quelconque si on ne connaît pas la physiopathologie de la maladie et les liens existants entre la mutation et la maladie. La difficulté à laquelle on était exposé pendant tous ces 20 ans, 30 ans de recherche quelquefois pour essayer de corriger la drépanocytose par thérapie génique vient en partie par sa fine régulation. Et vous voyez les promoteurs et les lanceurs de l'hémoglobine forment un loop qui viennent à mettre les facteurs de transcription importants pour la régulation des gènes pendant la vie fœtale à côté des deux chaînes gamma et pendant la vie adulte à côté de la chaîne bêta. Vous apprécierez ici les nombres importants de facteurs de transcription qui permet cette linkage entre les énonceurs spécifiques présents dans l'LCR, locus control region, un nombre de 5, au promoteur de l'hémoglobine. Pourquoi choisir aujourd'hui de vous parler de façon particulière de la drépanocytose? Parce que c'est un bon exemple, il s'agit de la maladie génétique la plus fréquente au monde, avec un taux de naissance de drépanocytose qui varie selon les régions. Et probablement, vous le savez, son énorme expansion autour du monde tient à deux facteurs. Le premier, c'est que les gènes, les formes hétérozygotes, donc les porteurs sains de cette maladie, présentent des globules rouges particulièrement résistants à la malaria. Ces parasites extrêmement diffusés, présents de façon endémique en Afrique subsaharienne. Donc, cette mutation donne en simple copie un avantage sélectif au sujet qui la porte. Néanmoins, quand la malaria atteint les sujets drépanocytaires responsables des morts très précoces, parce que les deux ont un effet synergique sur les symptômes de la maladie et responsables d'un décès prématuré.
La drépanocytose, on compte plus de 400 000 naissances d'enfants drépanocytaires par an, est devenue une priorité de l'Organisme mondial de la santé, mais aussi de nombreuses sociétés d'hématologie, car on va être confronté à un nombre toujours plus important de patients atteints, avec une prise en charge qui s'échelonne surtout à l'âge adulte avec énormément d'hospitalisations pour crise vaso-occlusive aiguë, anémie chronique, atteinte cérébrale pour les infarctus qui arrivent au niveau de la microcirculation du cerveau et avec un atteint à la fin de tous les organes vitaux. Alors, pourquoi tous ces symptômes? Comme je vous disais auparavant, l'acide glutamique est remplacé par la valine. Et la valine, c'est de façon à forme une protrusion hydrophobe qui enchaîne qui lie entre les tétramères d'hémoglobine dans sa forme déoxygénée, forme des fibres extrêmement rigides qui précipitent à l'intérieur des capillaires veinulaires. Cette précipitation des globules rouges donne naissance à des vaso-occlusions qui sont à l'origine de ces douleurs aiguës, continues, qui troublent la vie de ces patients, qui dans un grand pourcentage d'entre eux devient adepte à la morphine, car les douleurs deviennent au fur et à mesure insupportables. Donc, quel traitement aujourd'hui pour ces hémoglobinopathies? Donc, on n'a pas grand-chose à notre disposition. D'un côté, on a les transfusions mensuelles. Là, les traitements ponctuels des crises douloureuses, de l'anémie chronique, de la surcharge en fer provoquée par l'hémolyse. Et quand les patients ont la chance d'avoir un frère ou une sœur géno-identique, la possibilité de faire une greffe allogénique. Autrement, c'est pour ça que pour la grande majorité des patients, on a imaginé, et ça, personnellement, j'ai commencé à travailler sur la thérapie génique de la drépanocytose en 2002. L'été 2002 à Boston avec Philippe Lebouche, vous voyez, et encore aujourd'hui, on fatigue à avoir ces traitements disponibles pour tous les malades et les raisons sont multiples. Donc la thérapie génique aujourd'hui se présente comme une alternative thérapeutique pour tous les patients qui n'ont pas un donneur compatible. Aujourd'hui, disons théoriquement et au laboratoire, on a beaucoup de techniques à notre disposition et j'essayerai de vous faire passer pas à pas à travers chacune d'entre elles. Mais en réalité, aujourd'hui, d'un point de vue médicaments approuvés, nous n'avons rien en Europe à proposer à ces patients, à tous les patients qui ont cette maladie. Maladie qui en Île-de-France compte 20 000 adultes atteints. Et en France, comprenant en France et dom-tom, on a plus de 400 naissances par an d'enfants atteints de cette maladie. Donc on a deux outils à notre disposition aujourd'hui. D'une part, l'addition des gènes et d'autre part, les gene editing. Et j'essayerai de vous faire part des progrès et des deux technologies. Ça, c'est une diapositive non lisible, mais ce n'est pas important. L'important, c'est que va souligner cette diapositive qu'il y a énormément de ces cliniques des thérapies géniques autour du monde pour cette maladie et que malheureusement, nous n'avons pas en routine un médicament curatif à leur proposer. Alors, l'antivirus, rétrovirus intégrative, qui permet la correction de la maladie pour une technique qui s'appelle thérapie génique par addition du gène défectueux. Donc, vous voyez ici
les lentivirus permet d'impacter jusqu'à 9 KB des unités transcriptionnelles, donc d'informations génétiques. Et ils ont représenté un saut en avant extraordinaire dans le traitement de cette maladie parce qu'il permet d'impacter, bien sûr, les gènes de la globine, mais aussi ce qu'on appelle la mini-LCR, donc les énonceurs érythroïdes spécifiques, et également un promoteur de la bêta-globine. Parce que bien entendu, on ne peut pas produire de la bêta-globine partout dans toutes les cellules produites par la moelle osseuse, mais on doit avoir une production de la bêta-globine érythroïde spécifique. Donc, comme tous les traitements, nous avons les avantages et les désavantages. L'idée étant, vous savez, dans la drépanocytose, l'hémoglobine S est produite par un continu, même chez les sujets malades, à différence de la bêta-thalassémie où il n'y a pas de production. Donc, en réalité, ça a été un gros challenge de corriger cette pathologie parce que nous devons presque dépasser la production d'hémoglobine S endogène avec notre gène thérapeutique pour essayer de faire plus des tétramères d'hémoglobine thérapeutiques que les normales. Et il n'est pas facile de dépasser la production de l'hémoglobine endogène. Donc ça, c'est les essais cliniques à lesquels nous avons participé. Donc les premières essais prometteuses pour les bêta-hémoglobinopathies remontent à 2016-2015. Les vecteurs ont été corrigés et puis on a cette publication de New England en 2022. C'est une étude internationale à laquelle nous avons participé. Et vous voyez dans cette diapositive, surtout dans la graphique centrale, qu'on observe une production très variable d'hémoglobine thérapeutique qui va de 3 grammes per litre jusqu'à 8 grammes. Cette variabilité d'expression de l'hémoglobine thérapeutique déjà pointe une difficulté qu'on a avec cette maladie de ne pas être capable d'avoir une production homogène d'hémoglobine thérapeutique dans toutes les cellules. Ceci est dû à notre incapacité de transduire de façon efficace toutes les cellules, mais également à la présence au moins chez les malades de ce qu'on appelle des modifieurs génétiques capables d'augmenter l'expression de l'hémoglobine thérapeutique ou d'autres hémoglobines comme l'hémoglobine F. Quoi qu'il en soit, vous voyez dans le panneau... je ne sais pas si j'ai un pointeur, dans les panneaux en bas à gauche, que chez cette hyperproduction d'hémoglobine thérapeutique permet à l'intérieur des globules rouges d'avoir 50% d'hémoglobine S et 50% de l'hémoglobine qu'on a introduit par addition des gènes. 50%, ça suffit à un sujet pour être complètement libéré de ces crises vaso-occlusives. Et vous le voyez bien dans ces panneaux qui reportent dans les nombres de crises vaso-occlusives chez les individus qui ont bénéficié de la thérapie génique dans les 2 ans qui ont précédé les traitements par thérapie génique. Vous voyez tous ces losanges rouges montrent la fréquence de ces crises, donc en moyenne 4 chez tous les patients par an. Et vous voyez que ces losanges disparaissent après la thérapie génique dans les barres jaunes pour permettre à ces sujets d'être complètement libérés des douleurs, de l'anémie, des crises vaso-occlusives et surtout des hospitalisations. Et en général, il reprend une vie plutôt normale, soit s'ils sont des enfants à l'école, soit leur activité du travail. Malheureusement, pour des raisons économiques, l'industrie qui a produit, qui a
qui a produit ces magnifiques résultats cliniques, a abandonné il y a presque 2 ans l'Europe, car n'a pas pu se mettre d'accord avec nos gouvernements sur les prix des ventes de leurs produits des thérapies géniques. Ils ont demandé 1,5 million par patient traité et aucun gouvernement européen avec qui ils ont traité a accepté de payer ces prix. On peut débattre après sur... effectivement, donc ils ont dit, bon, quitte l'Europe, vous vous débrouillez. Je vous la fais courte. Ils sont allés aux États-Unis et après l'autorisation de la FDA, ils sont en train de vendre leurs produits aux assurances américaines parce que vous savez qu'aux États-Unis, il n'y a pas un système de santé publique à 2,8 millions. Ce que j'en sais aujourd'hui, c'est qu'ils n'arrivaient pas vraiment à vendre de façon productive leurs médicaments et on n'est pas sûr qu'ils arrivent à soutenir la commercialisation même aux États-Unis à ces prix-là pendant longtemps. Donc avec l'aide d'Anarita Michaud, un chercheur à Imagine, mon groupe, le groupe d'Anna Gali, qui nous fait aussi l'honneur d'être là aujourd'hui, nous, en anticipation un peu, on ne savait pas où on allait bien avec Bluebird, on a essayé de faire un antivirus maison. Un antivirus qui pourrait permettre de donner une espérance thérapeutique à tous les patients au moins du territoire français. Et on a essayé aussi, grâce à l'expérience qu'on a eue avec Bluebird de Bayo, d'en améliorer les caractéristiques. Je vous ai montré tout à l'heure la grande variabilité de l'expression de l'hémoglobine thérapeutique parmi les patients qui allaient de 2 grammes à 8 grammes. Donc, le raisonnement qu'on a obtenu, c'était pour avoir une expression homogène de l'hémoglobine thérapeutique dans toutes les cellules, il faut diminuer de façon homogène la production de l'hémoglobine S à l'intérieur de ces cellules. Donc voilà les nouveaux vecteurs qu'on a conçus. Donc les premiers vecteurs, l'antiviral est simplifié dans le premier schéma, où je vous montre qu'il y a 2 énonceurs de la locus control region spécifique pour l'expression de l'hémoglobine thérapeutique dans les globules rouges et un promoteur. C'est que pour essayer d'être thérapeutique, mais aussi de diminuer en même temps la production d'hémoglobine S, ce qu'on a fait, on a mis dans le deuxième intron de la bêta-globine un microRNA. Au moment de la maturation de l'RNA messager, donc on a la maturation des 2 éléments. D'une part, l'RNA qui permet d'exprimer une bêta-globine avec 3 mutations anti-cycling, et de l'autre côté, les microRNA, parce qu'il a été mis à l'intérieur du deuxième intron dans les endroits de splicing de la protéine. La fonction de cette microRNA, c'est de dégrader la production, l'RNA endogène exprimant l'hémoglobine S de façon spécifique, sans toucher l'hémoglobine thérapeutique. Le but qu'on veut atteindre avec cet antivirus est d'une part d'accroître la balance positive à faveur de l'hémoglobine thérapeutique et de diminuer à l'intérieur de chaque globule rouge la production d'hémoglobine S. Donc vous pouvez bien imaginer que cette microRNA doit être spécifique. Donc pour éviter que les microRNA dégradent aussi l'hémoglobine thérapeutique, on a introduit de façon volontaire les mutations que vous voyez là en profitant des caractéristiques de la protéine pour rendre le deuxième exon de l'hémoglobine thérapeutique non reconnaissable par notre microRNA.
Donc là, juste une série de tests. Vous savez que les parcours entre l'élaboration d'une idée au laboratoire et l'essai clinique, c'est un parcours de combattants. Je pense que parmi vous, il y a beaucoup de gens qui partagent les difficultés et les coûts de ces parcours. Donc, un certain nombre de tests qui nous ont permis, d'une part, de soutenir notre hypothèse de travail que ces vecteurs est meilleur que les vecteurs produits par cet industriel, donc Bluebird Bio, car il arrive au niveau. Donc, on a démontré toutes les étapes de l'expression du DNA jusqu'à la protéine de ces vecteurs. Donc, vous avez dans le premier tableau la diminution de la production de l'RNA messager, une fois que de l'hémoglobine S, quand il est introduit dans les globules rouges. Dans le deuxième panel, vous voyez par cytométrie en flux la diminution de l'expression de la protéine. Et donc, vous avez dans l'autre, dans le panneau de la GLPLC, vous voyez la diminution de l'expression des tétramères contenant l'hémoglobine. Par contre, on observe une augmentation des tétramères contenant l'hémoglobine thérapeutique. Bien entendu, les tests fonctionnels qui donnent presque les tests de potentialité de ce nouveau antivirus et simplifié là avec ces tests de cycling à basse tension d'oxygène qui démontrent que les globules rouges contenant ce nouveau vecteur ne cyclent pas à basse tension d'oxygène de la même façon que les vecteurs qui ne les contiennent pas. Donc, je passe ça, c'est juste une fois que vous avez établi l'efficacité d'un vecteur, vous devez aussi établir l'absence des toxicités. Et donc, ça, c'est un ensemble de tests qu'on pourra discuter plus tard si vous le souhaitez, qui démontrent que ces vecteurs est tout à fait superposable au vecteur l'antiviral qui ne contient pas un microRNA en termes de safety pour les patients. Alors, je ne peux pas faire abstraction quand même de l'innovation introduite par un autre industriel avec qui aussi on a collaboré en Île-de-France, qui est Vertex, qui a développé, disons, une première stratégie par CRISPR-Cas9 pour traiter la bêta-thalassémie. En réalité, il ne s'agit pas là d'une correction de la mutation. Il n'y a pas correction de la valine qui est retransformée en acide glutamique. De toute façon, aujourd'hui, sans introduire un template ADN, on ne peut pas corriger cette mutation, on n'a pas d'enzyme spécifique. Il s'agit d'un knocking. Pratiquement, ils vont tuer avec leur Cas9 l'énonceur érythroïde spécifique d'un des facteurs de transcription que je vous ai montré dans une des premières diapositives, qui est responsable de la suppression de la production de l'hémoglobine fœtale. En clinique, on sait, et ça depuis 20-30 ans, mais la régulation de ces processus devient de plus en plus claire que récemment, on sait que les sujets drépanocytaires qui continuent à produire un taux significatif d'hémoglobine F sont protégés des symptômes de la maladie. Et ceci, spécialement chez les individus qui produisent un taux d'hémoglobine F supérieur à 30%, de façon homogène de tous les globules rouges. Donc, ce travail a été permis grâce à une avancée majeure faite par le groupe de Stuart Dorking à Boston, qui a décrit de façon exacte le rôle de cet énonceur dans l'expression du facteur de transcription BCL11A et de sa fonction suppressive quand il est exprimé
normalement dans la production de l'hémoglobine F. Donc l'idée à nombreux chercheurs est venue de se dire on va tuer ces facteurs de transcription et on obtiendra la réexpression de l'hémoglobine F et donc la cure de la maladie. La société Vertex a fait ça par CRISPR-Cas9 et donc ici je vous donne les derniers résultats qu'ils ont publiés sous les nombres de patients et ce qui est important c'est cette diapositive où vous voyez en bleu foncé la production d'hémoglobine F et vous voyez que chez tous les sujets à des mois, à chaque mois, à mois 1, 2, 3, 4 après transplantation, on observe qu'ils produisent au moins 40% d'hémoglobine F, ce qui correspond à corriger complètement la maladie. L'annonce est venue pas plus tard qu'hier. Ils ont annoncé au Congrès européen d'hématologie d'avoir obtenu à la FDA l'autorisation de mise sur le marché. Nous attendons avec impatience de savoir à quel prix ils vont le mettre sur le marché, vu les précédents des Bluebird Bio. Et l'autre interrogation, c'est est-ce qu'ils arriveront à négocier avec les autorités européennes compte tenu de l'échec dont je vous ai parlé. Ils ont 100% des guérisons, disons, de tous les symptômes de la maladie. Et pour l'instant, ils n'ont pas de toxicité. Il est vrai que cet essai est regardé avec beaucoup d'attention par toutes les équipes, soit de recherche que par les autorités réglementaires, car CRISPR-Cas9 est capable d'éliminer la production d'une protéine, d'autre part agit en causant des cassures double band de l'ADN, que si la cellule ne meurt pas à cause de ces cassures, elle va les réparer. Et quand elle les répare, elle introduit au hasard un certain nombre de mutations. Chaque fois que je discute avec Vertex, ils m'assurent qu'ils n'ont rien trouvé, qu'il n'y a rien de pathologique, qu'ils n'ont pas de mutations de off-target, ni à distance, ni autour de la gène BC11-11, qu'ils n'ont pas de translocation, qu'ils n'ont pas de réarrangement et que tout va bien. Même si ces données in vitro sont encourageantes, il reste néanmoins que, compte tenu de notre expérience en thérapie génique, il n'y a que les suivis à long terme qui pourra nous dire clairement si cette méthode de correction d'une pathologie est efficace et non toxique. Entre-temps, les outils que les chercheurs mettent à notre disposition pour corriger des maladies continuent à évoluer et à s'enrichir de nouveaux mécanismes. Je vous évoque juste cet nouveau outil que nous avons qui s'appelle Base Editing, qui a été mis au point par David Delue, toujours à l'MIT à Boston, qui a la capacité d'introduire avec une Cas9 qui est délétée de sa fonction, mais qui garde la capacité d'amener une information au niveau de certains endroits spécifiques du génome, un enzyme qui est capable de corriger une base bien spécifique d'une mutation donnée, sans introduire des cassures double band de l'ADN, c'est que tous, nous connaissons un peu la biologie cellulaire, on est ravis de pouvoir corriger une mutation génétique sans faire des cassures double band. Encore une fois, c'est la pathologie humaine qui
donne beaucoup d'idées, car il existe énormément de mutations responsables de ce qu'on appelle la persistance héréditaire de l'hémoglobine fœtale. Et à partir de cette, disons, de cet énorme ensemble de connaissances qui vient de l'étude, de l'analyse des sujets qui ont des niveaux extrêmement élevés d'hémoglobine F. Les chercheurs se sont jetés avec ces nouveaux outils, y compris dans notre groupe de recherche à l'Institut Imagine, pour essayer d'identifier des cibles qu'on peut changer, ou un activateur, ou pour tuer des répresseurs de l'hémoglobine F, pour avoir d'autres modalités de correction de cette maladie. Je ne vais pas rentrer en détail sur le travail que nous avons fait en collaboration avec l'Institut Imagine et qu'on compte aller en clinique avec toujours la collaboration avec Anne Gali, qui a une énorme expérience des translationnels qui vient des génitomes, et qui aujourd'hui a une équipe à elle, INSERM, qui s'appelle Accélérateur technologique, et qui permet justement d'outiller, disons, les chercheurs avec des moyens pour aller en clinique beaucoup plus vite. Je m'arrête juste sur cette diapositive parce qu'elle vous montre, quand on fait des cassures double bras de l'ADN, on déclenche une réaction inflammatoire extrêmement importante à l'intérieur des cellules, avec une production des facteurs inflammatoires, des cytokines et des procytokines, qui sont responsables au vieillissement précoce des cellules souches ou bien de leur apoptose. Donc, comme l'IL6, l'interféron alpha et l'étoile récepteur 7 ou 7, l'interféron bêta. Et tout ça pour vous montrer que quand, par contre, on utilise les base editing, ces enzymes qui sont capables d'échanger juste une base dans le génome, cette réponse inflammatoire est complètement inexistante, et pour nous c'est une grande avancée en termes de correction de l'ADN. Donc, quelques mots de conclusion. L'antivirus, donc la thérapie génique par addition des gènes, a permis la correction d'un nombre important de maladies génétiques, soit des systèmes immunitaires, mais aussi des maladies métaboliques. Il reste le problème comment diminuer les coûts de production de ces l'antivirus, et comment pouvons-nous amener cette thérapie qui est très efficace au lit de tous les patients qui en ont besoin, avec les difficultés que je vous ai mentionnées tout à l'heure. Il existe la possibilité, par recombinaison homologue, de corriger une mutation là où elle se trouve, en permettant au gène cible de rester sous le contrôle transcriptionnel de son promoteur et de son énonceur. Pour l'instant, il n'y a pas eu en hématologie bénigne des preuves d'efficacité de la correction par recombinaison homologue d'une mutation. L'efficacité de la recombinaison homologue, y compris quand on utilise les systèmes CRISPR-Cas9, reste relativement bas par rapport au niveau nécessaire en clinique. Et aujourd'hui, il est vrai que probablement on fait un saut technologique avec les base editing qui permet de façon beaucoup plus efficace de corriger un nucléotide au niveau de la cellule souche en permettant la restauration d'un phénotype normal. Alors, l'hypothèse qu'on fait, on pense que les méthodes non virales de correction du génome seront moins coûteuses des méthodes lentivirales, ce qui pourrait permettre qu'un nombre majeur de patients soient traités. Mais tout cela, pour l'instant, reste une hypothèse de travail.
Donc ici, vous voyez la photo de l'Institut Imagine mais également la liste très importante des personnes soins cliniques qui est aux recherches et nos collaborateurs externes qui nous ont permis d'avancer dans ces projets. Donc en clinique, je voudrais surtout rappeler Laure Joseph qui est dans mon département suit une cohorte de 700 patients avec hémoglobinopathie, ce qui est énorme et qui m'encourage à continuer dans la thérapie génique pour essayer de soigner définitivement le plus grand nombre. En recherche, je voudrais rappeler les travaux importants d'Anarita Michaud sur les base editing et pour essayer d'amener des nouveaux outils de correction. Et je voudrais souligner ma collaboration depuis 2002 avec Philippe Allebouche, qui était vraiment clé dans mon saut technologique et dans l'idée d'aller vers l'hémoglobinopathie. Et je voudrais aussi souligner l'aide qui m'a toujours porté Anne Galli et Serge Brun, parce qu'on a fait ensemble pas seulement des protocoles de thérapie génique pour l'hémoglobinopathie, mais aussi pour les déficits immunitaires. Et bien sûr, je suis reconnaissante à Vertex qui m'a permis de présenter les diapositives sur les dernières essais cliniques. Et vous, bien entendu, pour votre attention.